Et j'ai appris, il n'y a pas très longtemps, que j'étais née la nuit des accords Matignon. C'est tout, pour la naissance. Et mon père était ouvrier chez Renault, et donc il était en piquet de grève, parce que c'était des grèves qui faisaient l'occupation des locaux pour pouvoir durer. Donc ça, c'était en 1936, en juin. Est-ce que vous aviez des frères et sœurs? Alors, non, je n'ai malheureusement ni frère ni sœur. J'ai eu très peu de temps une petite sœur qui est décédée. Et j'avais 16 ans, j'étais fille unique et je me réjouissais beaucoup de la naissance de cet enfant. Et ce bébé, c'est une petite fille et elle est morte. Et ça a été très dur. Moi, j'avais 16 ans, mais j'avais promis à ma mère de l'aider. Donc, je me suis sentie un peu responsable de cet enfant, alors que j'étais déjà une jeune fille. Et après, ça a beaucoup compté dans ma vie parce que quand j'ai eu mes enfants, surtout mon premier enfant, j'étais un peu inquiète, même très inquiète. Vous vous sentiez responsable de... Voilà, ce décès de bébé, cette absence, je la craignais pour mes enfants, mais surtout pour le premier-né. Vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors mon papa était ouvrier chez Renault au départ. C'était quelqu'un d'intelligent et très doué, mais d'une famille pauvre, et on l'avait mis très jeune au travail, à 12 ans ou 13 ans. Et il avait commencé donc en bas de l'échelle chez Renault. Après, il a progressé et il est resté toujours dans la même entreprise. Et maman, elle était un peu déclassée. Elle était venue de Suisse, enfin d'une région un peu huppée. Et puis, elle était tombée dans ce milieu ouvrier qui n'était pas son milieu du tout. Donc, c'était un peu un déclassement. Et maman, elle a fait des petits boulots. Et puis après, elle s'est retrouvée gérante d'une laiterie parisienne, c'est-à-dire une petite succursale de laiterie en région parisienne. Elle a fait ça jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa retraite. Est-ce que vous savez comment ces deux milieux s'étaient rencontrés finalement? Oui, je sais comment ces deux milieux s'étaient rencontrés. C'est que mon père, travaillant chez Renault, était devenu ami avec un stagiaire de chez Renault. Ce stagiaire avait fait les grandes écoles et il est devenu donc mon oncle. Parce que mon père, en fréquentant ce jeune homme, je crois qu'il avait fait Centrale, enfin je ne sais plus exactement, il a sympathisé avec mon père et donc il lui a présenté sa sœur. Et c'est comme ça que mes parents se sont rencontrés, c'est ce qui explique un peu le déclassement. Alors, je garde un très bon souvenir de mes parents. Déjà, d'être fille unique, c'était pas très agréable, en dehors déjà de la période, hein, parce qu'il y a eu la guerre quand même, mais c'était pas un couple hyper uni. C'était moi le lien entre eux. J'étais plus proche de mon père que de ma mère, parce que mon père avait la vocation de la transmission. Il voulait absolument m'expliquer toujours les choses en long, en large, en travers, que ce soit des chansons, ou que ce soit de la politique. Il voulait absolument que je sache. Donc voilà. Donc il n'était pas très facile à vivre, parce que c'était l'époque où les hommes étaient quand même assez machos. Mais j'étais quand même très proche de lui. Maman, c'était une dame suisse, la propreté, l'hygiène, la rigueur, mais pas beaucoup la tendresse. Vous étiez réceptive justement de la part de votre papa quand il essayait de vous transmettre? Ah oui, oui, très, 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 parce qu'il insistait. Puis quand même, c'était passionnant parce qu'il voulait vraiment me faire partager, mais tout. Il m'emmenait au Veldiv pour voir les cyclistes. Quand il y a eu des réunions politiques, il me disait on va aller écouter machin, et qu'est-ce que t'en penses? Je disais oh là là, c'est formidable ce qu'il dit machin. Oui, mais demain ou après-demain, on ira voir l'autre. C'était un parti opposé. Et je me disais il est formidable aussi celui-là. Et il essayait de me donner un peu une idée de ce que c'était la politique. Il a forgé un petit peu votre esprit critique finalement. Oui, oui, il était très critique. Oui, très critique et très exigeant. Je n'avais pas le droit de dire de gros mots. Il voulait justement transgresser un peu son milieu et ne pas m'entendre dire de gros mots ou parler un peu parisien.
Non, non, il a été assez exigeant, oui, avec moi. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi la pression de l'enfant unique où l'enfant unique doit réussir? Oui, 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 c'est ça, il fallait réussir, hein. Lui, il avait été frustré de ne pas faire d'études. Quand l'instituteur avait dit à ma grand-mère il faudrait qu'il poursuive ses études, elle avait dit je ne peux pas parce que je n'ai pas les moyens. Donc au moins il espérait ça pour moi et c'est pour ça que cette petite sœur n'était pas arrivée parce qu'elle ne voulait pas de deuxième enfant. Et quand maman l'a eu, ben c'était tard, hein, au bout de 16 ans, mais ma mère était très jeune, on avait que 19 ans d'écart avec ma mère. Donc quand la petite est née, elle avait 35 ans, c'était encore un âge possible pour avoir un bébé. Vous disiez donc qu'il y avait peu de tendresse du côté de votre maman. Non, pas beaucoup de tendresse, de la rigueur. Je n'ai jamais manqué de rien sur le plan vestimentaire. Les livres, je pouvais en demander autant que je voulais alors qu'on n'était pas riches. Mais la tendresse, non, il n'y en avait pas. Est-ce qu'à l'époque, vous ressentiez justement un manque, mais plus du côté émotionnel? Je ne ressentais pas le manque parce que mon père compensait et la mère de mon père compensait aussi. C'était une grand-mère extraordinaire et elle compensait. J'étais son amie et elle avait décidé que j'étais la mieux de tous les enfants du monde. Et ça aide. Est-ce qu'on se disait je t'aime à l'époque? Non, jamais. Je n'ai jamais... Si ma grand-mère me disait t'es la plus belle de toutes, ou, oui, elle, oui, mais les parents, jamais. Jamais, non. Ben, je pense que... Ça se montrait, mais ça se... Oui. Et cette grand-mère, elle avait quel âge à peu près quand... Elle avait 40 ans quand je suis née. Ma mère 19 et ma grand-mère 40. C'était des... Et donc, ça a été quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. C'était une Normande qui avait vécu à Paris, mais elle était devenue la vraie Parisienne. Et il n'y avait rien de trop beau pour sa petite fille. Et elle se disputait avec son fils, parce qu'ils n'avaient que 17 ans d'écart tous les deux. Et quand il était trop sévère, elle lui disait « je vais te dénoncer à la police ». Ce qu'elle n'a jamais fait, mais bon. Est-ce que justement, par rapport aux grands-parents, c'est la seule que vous avez connue? Vous avez connu aussi... Alors j'ai connu l'autre grand-mère, celle qui vivait en Suisse, non, elle vivait en Savoie, mais elle était suisse. Celle-ci, elle était très désagréable. C'était la mère maman, mais elle avait des excuses. Elle s'était trouvée veuve. Ma mère était née en 1917 et donc la guerre est terminée en 1918, mais le pauvre grand-père est mort de la grippe espagnole. Donc elle s'est retrouvée, cette femme, avec 3 enfants, veuve, avec un bébé d'1 an. Donc elle avait un fichu caractère, mais ça s'expliquait un peu parce qu'il avait fallu qu'elle lutte. Et le fameux oncle qui avait fait Centrale, c'était son fils quand même. Donc elle avait aidé à ce qu'il fasse des études, ses enfants. Mais elle n'avait pas été une très bonne mère avec ma mère, et ma mère ne savait pas ce que c'était que d'avoir une bonne mère. Ça se reproduit. Ça se reporte forcément. Ben oui, oui. Vous alliez passer les vacances là-bas, j'imagine? Non, je les ai passées qu'une fois, et c'est en 1945 ou 1946, après la guerre, parce que ma mère a dit, mais toute la guerre on a été privés, et il faudrait que ma mère te prenne au moins 1 mois. Et ça a été les plus mauvaises vacances de ma vie, parce que cette dame qui m'a accueillie pendant 1 mois, c'était une étrangère pour moi, et elle me faisait sentir que j'étais une fille d'ouvrier, que je n'avais aucune intelligence, aucun talent, aucune beauté, rien, et pendant 1 mois elle m'a répété ça. Elle vous l'a dit? Elle me l'a dit, oui, que je n'avais rien pour moi, que j'étais une fille d'ouvrier, que je ne fréquentais que des gens sans valeur, notamment ma grand-mère que j'adorais. Et donc, c'était 1 mois, maintenant j'en ris, mais 1 mois chez elle, ça a été long. C'est tout, hein, c'est tout. C'est tout, j'ai passé qu'1 mois chez elle, mais elle a passé 1 mois chez nous, parce qu'on habitait en région parisienne, et il y a eu de grandes grèves en 1947, et malheureusement, elle était chez nous. Et il n'y avait plus de train, et j'ai cru que mon père allait péter un câble, parce qu'il disait, si ta mère ne s'en va pas, je vais faire un malheur. Non, c'était vraiment pas quelqu'un de sympa. D'habitude, j'arrive sur ce chapitre plus tard, parce que les personnes sont nées plus tôt. Oui. Vous qui êtes un 36, forcément, vous êtes né de suite, enfin, vous avez grandi pendant la guerre. Oui. Est-ce que tout d'abord, vous avez un souvenir du début de la guerre? Alors, je n'ai
J'ai quelques souvenirs parce que nous habitions à l'époque Sèvres, en banlieue parisienne. Et Sèvres, c'est tout près de Boulogne-Billancourt, et c'était une région qui a été beaucoup bombardée après par les Alliés, si bien que j'ai appris, mais je crois que j'étais à l'école maternelle, que mon petit copain d'enfance, un jour j'ai demandé où il était, et on m'a dit qu'il était mort dans un sous un bombardement. Et ça, c'est un de mes souvenirs, mais je ne sais pas quel âge j'avais. Je pense que ça devait être en 43 quand même, il me semble, ou en 42 peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais ça, c'est un souvenir de guerre. Et après, pendant la guerre, j'ai des souvenirs, mais plutôt agréables, parce que mon père ne voulait pas partir en Allemagne comme prisonnier. Il était réfractaire dans le Morvan. Et quand il a appris qu'on était très bombardés là où nous habitions, il nous a fait venir caché, enfin lui il était caché, mais pas nous. Et donc moi, à l'époque, j'ai donc vécu 1 an ou 2 dans le Morvan, et là j'ai découvert la campagne, la montagne, pas la montagne, la campagne. Et je suis allée à l'école là-bas, dans une classe unique, où j'ai pris l'idée de devenir enseignante, parce que la classe unique, pour moi, c'était magnifique. Et donc, on a vécu jusqu'à la libération dans ce village du Morvan, à côté de Nevers, c'était la campagne. Vous vous souvenez du départ de Donc, Sèvres? De Sèvres, je ne me souviens pas comment on est parti, je crois en train, mais je me souviens de l'arrivée là-bas où on nous traitait de parigots, tête de veau. et puis après l'école, où j'adorais l'école et c'était bien. Je voyais mon père, mais très peu, parce qu'il était bûcheron, il se cachait, parce qu'il était pas maquisard, mais il était planqué. Je le voyais très peu. Et puis, je pense qu'on est revenu à la libération de Paris, je pense, en 1945. À ce moment-là, votre papa avait dû abandonner son boulot, j'imagine? Oui, il était devenu bûcheron. Oui. Alors mon père, qui était plutôt grassouillet, pas du tout sportif, quand je l'ai revu après, comme il était devenu musclé, c'était plus le même. Mais ça n'a pas duré, hein, ça a duré 2 ans, ou 2 ou 3 ans. Vous aviez un point de chute là-bas? Alors là-bas, c'était pas très agréable. On avait trouvé une location chez un vieux monsieur, qui n'était pas un type bien. Mais oui, on habitait là. Et maman, alors là, pendant la guerre, pour gagner sa vie, elle allait dans les fermes. Et je me souviens que nous, les enfants, il fallait qu'on ramasse les doryphores dans des bouteilles, parce que c'est des doryphores il n'y avait pas de produits toxiques contre eux. Donc on prenait les enfants des écoles, on leur donnait une bouteille, puis il fallait mettre les bestioles dans la bouteille, c'était dégoûtant. Et puis maman allait travailler dans les fermes toute la journée, elle écossait des haricots, elle cousait à la machine, elle faisait des bricoles, et le soir on nous donnait 6 œufs ou quelque chose comme ça, c'est tout, c'était son salaire, c'était la survie. Mais bon, j'en ai pas un mauvais souvenir de cette époque-là. Donc là, vous viviez à 3? On vivait à 2, non. Ah, votre papa n'était... Papa, non, on ne le voyait pas, papa il était caché dans la forêt. Non, parce que il pouvait se faire reprendre par les Allemands, avec une dénonciation, alors là c'était affreux. Hein. Je pensais qu'il vivait avec vous, mais qu'ils allaient... Ah non. Je l'ai vu 1 fois ou 2, mon père, pendant cette période-là. On s'était donné un rendez-vous un peu caché, mais non, je ne le voyais pas. Maman non plus ne le voyait pas. On l'a revu après qu'à la libération de Paris. Et ça, vous le compreniez à votre âge, à ce moment-là, quand votre papa disparaît? Oui, j'ai compris. J'ai compris que c'était la guerre. Mon père était enfin, il expliquait bien les choses. Quand vous m'avez demandé tout à l'heure un souvenir de guerre, j'en ai un, quand j'ai habité encore Sèvres. Il y avait des bombardements ou des avions qui survolaient et il y avait des bruits, enfin ça devait être des bruits de guerre. Et je me revois devant une fenêtre et mon père me disait « N'aie pas peur, c'est monsieur Hitler qui fait un feu d'artifice ». C'était pour essayer de ne pas m'affoler. Et souvent j'y ai repensé parce que c'était pas évident pour des parents jeunes qui avaient une petite fille aussi de penser à ça. Et bon, ça c'est un des souvenirs de guerre, oui. Mais ça c'était quand j'étais encore à Sèvres.